Audio numéro 22, première partie. Gloire à Allah le miséricordieux, le très miséricordieux qui a dit dans le Saint-Coran que toute âme goûtera à la mort. Que la prière et le salut d'Allah soient sur Mohammed, le sceau des prophètes qui a dit dans son sermon d'adieu: Ô peuple, considérez la vie de chaque musulman comme sacrée. Souvenez-vous qu'en vérité vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement il vous demandera compte de vos actes. Vous n'infligerez et vous n'endurerez aucune injustice. Ô peuple, toute l'humanité descend d'Adam et de Hawa. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs et les noirs ne sont pas supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre si ce n'est en piété ou en bonnes actions. Ô peuple, vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous qu'un jour, vous vous présenterez devant Allah et vous répondrez de vos actes. Nos chères auditrices et chers auditeurs, nous voilà revenus avec la grâce de Dieu pour poursuivre avec vous la lecture du livre témoignage de notre compatriote, l'ex-officier Si Mohamedou, intitulé L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. À la page 157, le natif de Belinabe dans le Hirnange Bosoya, l'ex-officier témoigne. Jreida. Un avion transport militaire à bord duquel nous sommes à nouveau attachés nous dépose à Nouakchott sur le tarmac de l'armée de l'air. Un camion semi-remorque nous attend. Nous sommes hissés à bord et il se met en route presque aussitôt. Après avoir roulé une quinzaine de minutes, je le sens tourner à droite et emprunter une piste caoutchouteuse. Il n'y a pas de doute, nous sommes sur la piste de Jreida, une base militaire située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Nouakchott. Le camion s'immobilise, la portière arrière s'ouvre et des mains nous aident à descendre. Il fait très frais dehors, j'entends le bruit des vagues. La mer n'est qu'à 1 kilomètre de la base.
Une personne fait l'appel pour contrôler la présence de tous et effectuer en même temps un tri. Nous sommes alignés sur le sable et repartis en 2 groupes. Je demande à aller me soulager. Quelqu'un me retire la chaîne des pieds et me guide sur une 30aine de mètres avant de me dire: la famille va très bien. Je réponds que je n'en sais rien, je n'ai pas de nouvelles. Célie et les enfants vont très bien, reprend-il. Qui est cette personne qui connaît jusqu'au prénom d'usage de mon épouse? Tu ne me reconnais pas? C'est Mahmoud, Mahmoud ou Bilal, me dit-il. Après la joie des retrouvailles, il m'informe que ma famille est à Nouakchott depuis le mois de janvier parce qu'elle-même ne se sentait plus en sécurité à Nouadhibou. Mon épouse y avait reçu des intimidations et des menaces à peine voilées. Elle a alors préféré venir avec les enfants à la capitale où vit sa famille. Mahmoud les a vus hier seulement, de même que la famille de mon ami et promotionnaire, le lieutenant Soumaré. Il m'apprend également que ce dernier est à Jreida. Il s'informe sur mon état de santé et me demande si le lieutenant Saré Yaya est resté à Nouadhibou. L'épouse de ce dernier est également à Nouakchott. Le lieutenant Saré aurait été évacué de Zouérat pour Nouadhibou. Je comprends qu'on lui avait raconté des conneries. Je lui dis si ceux de Zouérat sont ici, c'est que Saré est certainement décédé. Il ne reste plus de prisonniers à Nouadhibou. Le lieutenant Saré est un ami et promotionnaire qui venait très souvent à la maison. C'est là que Mahmoud l'a connu. Il commandait la batterie anti-aérienne basée à l'aéroport de Nouadhibou avant d'être muté à Zouérat. Il fut arrêté en fin novembre et mourut électrocuté une semaine plus tard. Tous les détenus sont regroupés à Jreida. Cela suppose qu'on se dirige vers la conclusion de cette histoire. Nous sommes, comme je l'ai dit plus tôt, séparés en 2 groupes. Le groupe des indésirables comprenant le gros de notre effectif global. Le groupe des dirigeants, ceux-là doivent être traduits en justice. J'appartiens à celui-ci. 6 personnes seulement parmi nous restent à Jreida. Le lieutenant Khan Mohamed Mansour, le lieutenant Dia Youssouf Eliman, le lieutenant Sal Amadou El Haj et moi, plus le sergent Diallo Silébey et le matelot Djugo. Les autres se rajoutent à l'effectif d'autres indésirables déjà sélectionnés. Diallo Siley et le matelot Djugo rejoignent un autre groupe de militaires près de notre nouvelle cellule.
Mahmoud nous conduit dans une cellule, nous retire nos bandeaux, nous détache les mains et jette le tout dans un coin de la cellule. Dès qu'il tourne le dos, Khan Mohamed Mansour et moi, nous cachons les cordes et les bandeaux sous nos manteaux qui nous servent d'oreilles. Pour la première fois depuis mon arrestation, je peux dormir sans chaîne. Je lève les pieds et me mets à pédaler comme un enfant et à marcher dans la cellule pour profiter de cette joie retrouvée qu'est la liberté de faire des mouvements libres avec les pieds. Mahmoud travaille au mess des officiers comme cuisinier. Il revient avec un plat de soupe. Il dit qu'il l'avait mis à côté parce qu'il avait appris notre arrivée et savait que je faisais partie de ceux qui resteraient à Jreida. Je le présente à mes compagnons. Il me demande de faire une note qu'il remettra à ma famille pour leur dire que je vais bien. Tu sais très bien que Céline ne me croira pas si elle ne voit pas ton écriture. Le lendemain, il passe récupérer la note et nous apporte avec lui un plat du mess des officiers. Il en sera ainsi tous les jours, matin et soir. Je ne m'attendais pas à le retrouver et encore moins dans ces conditions. Je lui demande comment je peux avoir des nouvelles de Soumaré et des autres. Il me dit qu'ils ont déjà embarqué dans des camions et qu'ils vont partir pour Mbeyka à l'intérieur du pays. Il a aussi parlé de ma présence à Soumaré. Les prisonniers restés à Jreida sont répartis entre 4 cellules. La première abrite des sous-officiers et hommes de troupe. La deuxième des officiers, le capitaine Si Ousmane Haruna, le lieutenant Bal Demba, le lieutenant Dja Sheikh El Haj, le lieutenant Diallo Béchir Belal et le lieutenant Ba de la gendarmerie. La troisième, la plus grande, une quarantaine de prisonniers civils, et la quatrième, la nôtre. Fin de la première partie de l'audio numéro 22. La deuxième partie au prochain. Suite de l'audio numéro 22, deuxième et dernière partie. À la page 160, le rescapé de l'enfer d'Inal, Si Mohamedou témoigne.
La base de Jreida est commandée par le capitaine Mokhtar Ould Mahmoud. Il est différent de celui d'Inal, plus proche de la communauté négro-mauritanienne. Il apporte un soutien discret à quelques-uns des prisonniers lors des interrogatoires. Être discret, il le fallait, sinon on pouvait se retrouver de l'autre côté de la barrière ou, au mieux, se voir démis de ses fonctions avant de se retrouver dans les coins les plus reculés du pays. Il est secondé par le lieutenant Taha Ould Cheikhna, dont le tempérament s'accommode parfaitement avec ce genre de tâches. Il a d'ailleurs été cité à plusieurs reprises par des prisonniers pour avoir participé aux tortures. J'apprends que Mahmoud a pris part aux tortures. Je ne peux m'empêcher de lui poser la question. Il nie évidemment et restera toujours sur cette négation. L'histoire de tous les prisonniers est presque identique à la nôtre. Arrestation sous prétexte de convocation, torture et aveux arrachés. Parmi les plus zélés des tortionnaires de Jreida, deux noms reviennent plus que d'autres. Le lieutenant Eli Oulda et le lieutenant Samori Ould Yumbala. Jah Cheikh Tidiane et Bal Demba nous parlent des méthodes de Samori et d'Eli Oulda. Ils font attacher les prisonniers aux différents obstacles de la piste du combattant de la base de Jreida, les font fouetter, n'hésitant pas eux-mêmes à mettre la main à la pâte. Puis, ils demandent aux suppliés de recopier des aveux qu'ils leur dictent. Beaucoup de prisonniers sont morts sous la torture ou sont enterrés vivants sous le regard indifférent de ces deux officiers. Le lieutenant Bal Demba a souffert plus que les autres. On lui aurait même éclaté un tympan. Quand il est revenu des ateliers de torture, il était entièrement couvert de sang. Les autres prisonniers avaient d'abord cru qu'il était mort. Les conditions d'hygiène sont meilleures à Jreida. Nous pouvons nous laver et faire en même temps notre linge quand on veut et aussi nous promener sous surveillance bien sûr de temps à autre dans la base. Nos poux diminuent progressivement. En plus, Mahmoud me ramène à chaque fois qu'il va en ville un colis de la maison et quelquefois de l'argent envoyé par mon épouse, sans parler des plats qu'il nous apporte régulièrement du mess des officiers. Désormais, les officiers de la cellule voisine viennent manger tous les jours avec nous. Nous avons des jeux de cartes et passons les après-midi à faire des parties de belote. Comme à Nouadhibou, le commandant Diaga Dieng est déjà passé à Jreida. La même mise en scène a été faite ici aussi. Il y a eu aussi des blanchis entre guillemets. Ils sont repartis reprendre leurs fonctions. Comment pourront-ils oublier les humiliations vécues? Comment pourront-ils travailler sereinement avec des officiers ou des subordonnés qui, tour à tour, firent leurs frères, amis, geôliers et tortionnaires?
Et enfin, comment pourront-ils combattre côte à côte, ne sachant pas si la balle va venir de derrière ou de devant? Le jalon de la haine est désormais posé par celui-là même qui a en charge de garantir l'unité nationale. Un jour, nous recevons la visite du procureur de la République. Nous avons tous pris un bain. Ça doit être délicat le nez d'un procureur de la République. Personnellement, j'ai refusé de me raser bien comme l'est proposé. Je dirais même qu'on a voulu un peu m'y obliger. Je tiens à ma barbe, c'est ma façon à moi de leur manifester mon insoumission. Devant le procureur, j'apprends non sans surprise que je suis impliqué dans une tentative de renversement du régime au pouvoir. Ce serait donc ça la dernière trouvaille du petit moustachu. L'éternel complot, quelqu'un a déjà usé de cette corde. Le procureur me dit que le but de sa visite est d'établir un premier contact afin de nous proposer des avocats chargés de la défense de nos dossiers. Une liste de noms m'est présentée. Je n'en connais aucun, mais je choisis un certain maître Bar. Je repars en cellule avec un chef d'accusation en plus dans le dossier. La fonction de Mahmoud Ould Bilal au mess des officiers l'amène à être au courant de pas mal d'informations sur la situation des prisonniers. Aussi nous apprend-il un jour la libération de tous les sous-officiers et hommes de troupes qui étaient à Nibaïka, et les officiers ne vont pas tarder à l'être aussi, nous dit-il. Nous commentons les deux événements. Certains d'entre nous attendent des peines légères allant de 2 mois à 1 an, des sursis et plein d'acquittements. Le capitaine Mokhtar nous laisse entendre qu'il n'y aura pas de condamnation lourde. Quant à moi, je reste très sceptique. Quelques-uns de mes compagnons me reprochent avec beaucoup de virulence mon pessimisme. Je m'en tiens tout simplement à un raisonnement logique. Nous avons tous été arrêtés sans savoir pourquoi avant aujourd'hui. Nous avons jusque-là bâti nos réponses en fonction des accusations toujours nébuleuses pour nous. Un groupe a été blanchi et réintégré dans les rangs. Il n'est pas plus innocent que le nôtre. Du groupe qui était parti à Nibaïka, la majorité a été relâchée. Il n'en reste plus que les officiers qui, selon la rumeur, vont bientôt être libérés eux aussi. Si nous devons passer devant la Cour spéciale de justice, c'est que le moustachu a décidé de faire de nous les dirigeants de ce putsch entre guillemets.
Il y a eu tous ces morts pour aboutir à un procès. Les supposés principaux responsables ne doivent-ils pas écoper de peines plus sévères? Non, on ne peut pas s'en tirer tous avec des peines légères avec sursis. L'État ne nous a-t-il pas trouvé le motif le plus lourd à ses yeux? Nous les responsables entre guillemets, relâchés, comment pourront-ils justifier la mort de plus de 500 innocents tués dans les camps militaires? Je ne peux pas croire à une remise en liberté pour tout le monde après un tribunal, mais je garde pour moi mon raisonnement. Certains prisonniers civils n'ont même pas été interrogés. Ils ont simplement été arrêtés, torturés et conduits ici. Bien sûr, ils ont signé les papiers qui leur ont été présentés sans plus. C'est seulement maintenant qu'ils se demandent ce que pouvaient bien contenir ces faits. Ils ne savent ni lire ni écrire. Mais cela n'a aucune espèce d'importance. Les policiers et les gardes se chargent de combler cette lacune. Quand je demande au vieux Dem, un septagénaire tout édenté, pourquoi il a été arrêté, il me répond qu'on l'a ramassé au marché de la capitale où il vendait des cure-dents, conduit au commissariat et torturé, puis fait signer des papiers avant d'être déposé à Jreda. On lui aurait dit qu'il est impliqué dans une histoire de coup d'État. Cela le fait encore rire. Moi, faire un coup d'État, je n'ai plus qu'une seule dent et ne peux même plus faire peur à un morceau de pain. Parmi les concepteurs du complot entre guillemets, on retrouve des tailleurs, des maçons et des pêcheurs. Un de ces derniers ne doit son arrestation au fait que l'odeur du poisson que vend son épouse dérange un boutiquier mort. Une altercation ayant opposé le pêcheur au commerçant, ce dernier lui promet que cette histoire sera réglée le jour même. En effet, il est embarqué dans l'après-midi par la police pour se retrouver ensuite à Jreda. Du statut de pêcheur, il passe à celui du comploteur contre la sûreté de l'État. Il faut admettre que ça aussi, c'est très fort. Fin de la deuxième et dernière partie de l'audio numéro 22. Page 164. L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. Par Si Mohamedou. Salli ala Muhammad.